Cosa Vostra. Quand tu crées une marketplace, tu as un enjeu, c'est ce qu'on appelle la poule et l'œuf, c'est de savoir, en fait, il faut faire grandir à la fois la demande et à la fois l'offre, donc les professionnels. Et sauf que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de pro, et s'il n'y a pas de pro, il n'y a pas de client. Donc en fait, Exactement. ce serpent qui se mord la queue. Et donc, pour dépasser cette difficulté au démarrage, le choix que l'on a fait, c'était d'avoir une offre pour les professionnels qui soit irrefusable. Fondamentalement, c'était de faire quelque chose qui soit hyper simple, hyper attractif pour eux et qui puissent presque pas la refuser. Donc concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il était hyper simple, et il est toujours hyper simple pour un professionnel d'adhérer au service Wikasa. Qu'ensuite, nous, on va faire un certain nombre de contrôles et de vérifications, de diplômes, un échange avec lui pour lui présenter le service, une vérification de son expérience pour nous assurer que c'est un bon professionnel. Et ensuite, on lui demande pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de nous tenir informés de son agenda ou des choses comme ça qui sont assez contraignantes au début. En revanche, lorsqu'on va enregistrer une commande dans son secteur, on va le solliciter, donc il va recevoir un message qui lui dit voilà, il y a une réservation demain pour telle cliente avec telle prestation à réaliser pour tel prix, et il est totalement libre d'accepter ou de refuser. Donc si ça l'intéresse, il la prend, si ça l'intéresse pas, il la prend pas. Autrement dit, ça s'accommodait extrêmement bien de professionnels qui avaient déjà une clientèle, qui étaient déjà occupés et qui allaient faire appel à nous pour apporter un plus, un complément à leur activité. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre-André, cofondateur de Wikasa. Et je suis très heureux pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que c'est pas la première fois que je le reçois, c'est la deuxième. En 1 an et demi d'enregistrement du panier, c'est avec Pierre que j'ai eu pour la première fois un problème d'enregistrement. On s'est rendu compte à la fin de l'enregistrement que la bande n'avait pas prise. Salut Pierre, tu vas bien? Salut Laurent, très bien et toi? Très bien, je te remercie d'avoir accepté du coup cette deuxième invitation et ce que tu m'avais dit lors de la première fois était incroyable, donc je suis certain qu'aujourd'hui encore on aura un super échange. Pierre est donc le cofondateur de Wikasa qui évangélise le marché du service à domicile sur plusieurs verticales, tu nous en parleras dans une seconde. Vous avez fondé Wikasa en septembre 2016, vous aurez dans un mois du coup 4 ans d'activité. Et au bout de 4 ans, vous avez plus de 3000 pros dans la base professionnelle sur toute la France, hein, c'est ça? Exactement. Plus de 100 000 clients et 30 salariés, donc c'est une très très belle croissance. Et je suis impatient de comprendre les problématiques, les enjeux auxquels vous avez fait face, principalement parce que vous êtes une place de marché, qu'on doit faire grandir l'offre et la demande en parallèle, qu'on doit évangéliser sur certains domaines les services que vous vendez, et sur d'autres se battre à des acteurs peut-être plus pointus plus installés sur une verticale. Je suis impatient de creuser tout ça avec toi. Avec plaisir. Pierre, peut-être que pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est Wikasa? Oui, bien sûr. Donc Wikasa, c'est l'application qui vise à te simplifier le quotidien en te permettant de réserver ultra facilement et même au dernier moment un super pro à domicile. Donc on est présent dans plusieurs métiers des services à domicile, à savoir la coiffure, l'esthétique, le massage, le ménage et depuis le mois de juin la garde d'enfants. Donc notre vision, c'est vraiment de proposer l'ensemble des services à domicile qui facilitent la vie de nos clients, qui sont des urbains actifs et beaucoup de gens en France. Et on permet en fait pour cela des réservations hyper simples, comme je l'ai dit, jusqu'à 2 heures avant. Donc tu peux réserver au dernier moment si tu es un peu fatigué avant de partir en vacances et que tu as envie d'avoir un massage à 18 heures en rentrant chez toi, c'est possible. Et ce, 7 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures, grâce, comme tu l'as dit, à notre réseau de 3000 pros sur l'ensemble de la France.
Et surtout, un point qu'on creusera, mais j'imagine un algo assez intéressant pour envoyer les demandes aux bonnes personnes au bon moment, s'assurer une réponse rapide. Nous, on avait cofondé une startup qui s'appelle Ocus, qui fait de la photographie immobilière professionnelle, où on était sur des problématiques assez similaires. Les 3000 pros, c'est dans toute la France? Absolument. On a globalement la moitié en Île-de-France et la moitié sur le reste du territoire. Et en fait, on a créé Wikaza avec vraiment une vision d'être un service grand public qui touche l'ensemble de la population, pas quelque chose d'élitiste juste pour une partie des Parisiens, mais vraiment quelque chose pour tout le monde. Et donc, dès le début, on a développé le réseau sur beaucoup de villes, donc encore une fois, évidemment toute l'Île-de-France, mais on est présent je crois, on est intervenu dans plus de 4000 villes en France différentes depuis la création, pour te donner une idée. Il y a 4000 villes en France? Je rigole, je crois qu'il y en a une trentaine de milliers d'ailleurs, hein, de mémoire. Super intéressant. Et alors, avant de revenir, de prendre les sujets dans l'ordre, afin de bien cerner et comprendre Wikaza, quel est le modèle économique? Bien sûr. Donc le modèle, c'est un modèle à la commission assez classique sur ce type de métier, à savoir que toi, en tant que client, lorsque tu vas réserver sur notre site, tu auras un prix qui sera affiché, donc tu acceptes de payer en échange du service qui te sera rendu. Et donc ce prix, tu vas le payer à Wikaza, et nous, on va payer le professionnel qui intervient chez toi et garder entre les deux une petite commission qui est globalement de l'ordre de 20%. D'accord. On y viendra tout à l'heure, mais l'un des sujets importants aussi et intéressants sur ce domaine, c'est le bypass. Et comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tes clients continuent de t'acheter à toi et pas en direct au Presta? Je suis sur votre site, j'avais pas vu, mais vous vendez aussi du coaching sportif en visio. Est-ce que ça date du Covid? Absolument, puisque nous, ce qui s'est passé, c'est que donc la mi-mars, l'activité a été totalement arrêtée, puisque compte tenu de l'épidémie, il n'était plus possible de se rendre au domicile des clients pendant le confinement. Et donc, face à ça, on s'est réorganisé et on en a profité pour sortir un nouveau service qui était le coaching sportif en visio, qui était très contexte Covid et contexte confinement, donc qui a permis à des clients de continuer de faire des exercices à cette période et qui préfigure, on va dire, une offre de coaching sportif à domicile sur lesquels on travaille et qui sera un de nos prochains sujets dans les prochains mois. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce que tu faisais avant de lancer Wikaza? Alors en fait, l'histoire Wikaza, c'est que donc, comme tu l'as dit, on l'a créé il y a 4 ans avec mes associés, donc on a la particularité d'être 5 cofondateurs sur l'histoire Wikaza. Et en fait, 2 de mes associés, donc Antoine et Julien, eux, avaient créé une première société qui s'appelle Quelle Énergie, qui faisait du conseil en économie d'énergie pour changer des systèmes de chaudière ou d'isolation, et qui est une société qu'ils ont créée en 2008 en sortie d'école, et dans laquelle moi je les avais rejoints en tant que directeur des opérations en 2011. Et ensuite, donc on l'a développée ensemble de 2011 à 2015. En 2015, elle a été revendue, et en 2016, on est partis tous les 3 et on s'est associés avec Fabien et Anne-Émilie pour créer Wikaza. D'accord. Tu n'étais pas fondateur Non. D'accord. Donc la revente ne t'a pas impacté, on va dire. Voilà. Ok. Et pourquoi lancer une plateforme, une place de marché autour des services à domicile? Alors l'histoire est amusante puisqu'en fait, donc moi en 2016, j'avais très féroce envie de devenir fondateur, parce que comme tu l'as noté, donc je ne l'étais pas dans la précédente, et je me suis dit bon là. Tu avais quel âge Ouais, j'avais 36 ans, tu vois. 36, ok. Et d'ailleurs, avec le recul, je trouve que c'est un âge qui est très bien pour entreprendre. Voilà, on a souvent l'image de l'entrepreneur sorti d'école, mais je pense que il y a aussi un âge où, au bout de quelques années de vie professionnelle, on a acquis beaucoup de choses qui nous aident pour réussir une aventure entrepreneuriale. Statistiquement, il y a plus de réussite. Alors, je sais plus quelle était sur cette stat la définition de la réussite, mais il y a moins d'échecs, disons, sur des entreprises créées par des personnes avec un peu de bagage professionnel. Exactement. Et donc moi, je sais pas si... Vas-y. Pardon. Non, mais du coup, je répondais à ta question. Ouais. Donc, à titre personnel, j'avais donc cette envie de créer une nouvelle société. Et je suis parti de mon besoin, un peu comme tout le monde, assez classique, mais de constater que faire la queue au salon de coiffure le samedi après-midi, c'était vraiment quelque chose de pas marrant du tout, en vrai, qui me gonflait, pour le dire clairement, et il devait y avoir une façon plus simple de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la coiffure à domicile, et je me suis rendu compte que, en fait, c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui vienne à domicile, parce que globalement, la seule solution que tu as, c'était les pages jaunes. Donc les pages jaunes, t'appelles, personne te répond, c'est pas trop si quelqu'un va bien vouloir venir chez toi, donc c'est hyper galère et hyper compliqué. Mais il y a des indépendants dans les pages jaunes?
Oui, tu trouves des indépendants dans les pages jaunes, mais qui vont être en prestation, qui vont peut-être pas être intéressés pour réaliser ta prestation, donc ça demande beaucoup d'énergie en fait pour réussir à avoir quelqu'un qui sera intéressé pour venir samedi après-midi te couper les cheveux. Ouais, passer 10 coups de fil pour avoir une personne et trouver le bon créneau. Alors, je fais une parenthèse. On aurait peut-être dû la faire avant. Pour les plus jeunes d'entre vous, les pages jaunes, qu'est-ce que c'est? Non, je rigole, je refaire la parenthèse, mais c'est vrai qu'on parle des pages jaunes, mais ça fait longtemps que j'en ai plus vu et que j'ai pas consulté surtout le site. Mais je savais pas qu'il y avait des indépendants. Et du coup, oui, l'enfer de devoir téléphoner trouver 5 personnes à proximité, trouver le créneau. Et sans rangé. aucune garantie quelconque de qualité derrière. Donc c'est vraiment partir Ok. au pif. Et l'histoire l'a confirmé, un des freins à l'essor de ces services à domicile, c'est que soit tu connais quelqu'un par du bouche à oreille, par ta famille, etc., et c'est cool, mais si tu connais personne et que tu as ce besoin, c'est très compliqué de trouver quelqu'un à ta convenance. Donc en fait, on était parti de là, et moi j'avais commencé à travailler sur ce projet avec Fabien et Anne-Émilie, qui faisaient partie de mon cercle de connaissances. Et Uniquement autour de la coiffure à ce moment-là. Exactement. Nous, on était partis sur ce premier thème qui était la coiffure. Et en Ok. parallèle, Antoine et Julien, donc, qui étaient cofondateurs de Quelle Énergie, eux, étaient aussi en train de réfléchir à un autre projet, aussi autour des services à domicile. Donc, sans se concerter, on était partis sur des pistes qui étaient assez proches finalement. Et eux avaient notamment le thème babysitting était assez fort, parce que Antoine était jeune papa à cette époque. Il est toujours d'ailleurs. Et donc, on avait on s'est rencontrés, on en a discuté, et puis en fait, on s'est rendu compte que on avait des projets qui étaient très proches et on a finalement fusionné nos idées, et ça s'est fait en un mois, ce que je te raconte là, pour lancer Wikaza. Donc là, en mai-juin, on fait cette discussion, on en parle ensemble, et en septembre, on est live, la société est créée, et on prend les premières réservations. Ok. C'est 2016, 2015, 2016, j'imagine que c'était un peu avant aussi, mais il y a déjà du monde sur ces créneaux. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a Balinea sur le service, on va dire, le bien-être à domicile. Il y a Youpies et 2-3 autres. Pardon? Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un tout petit peu différent parce que Balinea, c'est du service en salon. C'est pas Ok. mais effectivement, donc est-ce qu'il y a la concurrence? Alors, il existe à cette époque effectivement des sites comme Balinea, comme Treatwell pour faire de la réservation en salon ou en institut de beauté. Donc nous, l'offre, elle est fondamentalement différente puisque le principe, c'est de faire du domicile. Ouais. Et il existe sur d'autres métiers comme tu as cité par exemple Youpies, des systèmes plus de type annuaire qui vont avoir des fonctionnements différents d'une autre qui va être un modèle place de marché. Donc en tout cas, on a le sentiment qu'il y a quelque chose à faire. Ok, Et il y compris. avait effectivement à cette époque un mouvement autour de ça, puisque je crois qu'entre le moment où on a commencé et la fin de l'année 2016, il y a dû avoir une dizaine de boîtes qui se sont créées dans cette même verticale, ce même principe. Donc il y a eu, je sais pas, un affolement de la concurrence à cette époque-là, mais que sur des boîtes qui étaient très jeunes et qui se créaient à peu près en même temps. Dans nos concurrents directs de l'époque, la plus ancienne était créée en 2015, quoi, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et puis je me souviens aussi d'une époque où il y avait beaucoup de POC qui naissaient du jour au lendemain et qui en fait, au bout d'une semaine, il n'y avait plus rien, quoi. Ok. Alors les premières étapes quand vous décidez de vous lancer sur ce domaine et de vous rapprocher avec tes deux associés? Les premières étapes, c'est de lancer un site hyper simple au début pour tester le marché et voir si ça répond. Donc on commence avec des landing pages assez basiques qui expliquent le service, avec un premier formulaire de commande assez simple. On met ça live et on attend de voir s'il se passe quelque chose. Donc on envoie nos premières campagnes de publicité sur AdWords avec quelques dizaines d'euros à l'époque. Et puis là arrivent les premières réservations. Et donc, en parallèle de ça, on commence à constituer le réseau et à développer le réseau de professionnels pour répondre à ces premières réservations. Donc, on a fait vraiment les deux en même temps. Et je dirais qu'on est allé assez vite live avec un produit qui était évidemment loin d'être fini lorsqu'on a débuté, mais qui nous permettait de tester le marché, de voir comment ça marche, comment ça réagissait et de pouvoir ajuster rapidement en fonction de ça. Ok, et du coup, c'était un peu fake it until you make it. Tu recevais des commandes et comment tu les traitais? Alors, en fait, au début, on était parti dans l'idée de faire effectivement, comme tu dis, fake it until you make it, c'est-à-dire de faire semblant que le service était pleinement disponible, alors qu'en fait, il n'y avait pas encore grand-chose derrière. Et l'idée, c'était de se dire, voyons déjà s'il y a des commandes, et puis s'il se passe quelque chose, On ira dans les pages jaunes, c'est ça? ça vaudra le coup de se bouger. Et sauf qu'en fait, quand tu lances et que tu commences à prendre ta première commande, tu dis bon, en fait, ça serait bien de le make it vraiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a pris les premières commandes, et à ce moment-là, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris les pages jaunes, et je suis parti téléphoner à des coiffeuses à domicile à proximité des commandes,
en leur disant, bah voilà, on a une réservation à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse de la réaliser? Et en fait, ça a bien marché puisque c'est comme ça qu'on a réalisé les toutes premières prestations et qu'on a commencé à enclencher la mécanique. Excellent. Alors, pour être sûr de comprendre, on est d'accord, tu fais c'est une demande, c'est pas une réservation. En fait, C'est tu ça? fais une réservation sur le site, donc tu dis quelle prestation tu souhaites réaliser, à quelle heure, et tu payes enfin, tu enregistres ta CB, mais qui ne sera débitée que le lendemain de la prestation. Et ensuite, nous, on va se charger de matcher ta demande avec un professionnel. Donc maintenant, c'est très automatisé, tu vas recevoir une réponse en général en 2-3 minutes, tu as la confirmation avec le nom du professionnel. À l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, effectivement, je recevais un mail, je prenais mon téléphone et je me débrouillais pour trouver quelqu'un qui soit capable de réaliser la prestation telle qu'elle avait été demandée par le client. Sur le bon créneau, ok, d'accord. Exactement. Et en fait, ça s'est révélé être, je pense, une bonne méthode, puisqu'il n'y a rien de mieux pour aller prospecter des professionnels que d'arriver avec quelque chose de très concret. C'est-à-dire, on les appelait pas en disant, bah, venez, un jour vous aurez des clients chez nous. On les appelait en disant, demain il y a un client à côté de chez vous qui est prêt à vous payer tel prix. Donc il y avait quelque chose de très concret et de très intéressant et qui nous a permis d'enclencher, de créer de faire signer les premiers professionnels et qui est d'ailleurs une méthode qu'on continue à utiliser pour développer des secteurs où on n'est pas encore présent. Parce on se développe sur toute la France, mais il y a des zones où on est très dense et puis des zones où on est moins dense, donc on cherche des professionnels. Et ensuite, le réseau de professionnels, lui, il s'est enrichi naturellement puisque comme on avait fait une offre qui était extrêmement attractive pour eux, extrêmement bénéfique, et ensuite ils s'en parlent et ensuite il y a un bouche à oreille qui se crée qui fait que naturellement, on a ensuite eu de plus en plus de professionnels qui se sont inscrits d'eux-mêmes sur la plateforme. Alors, c'est un raccourci. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail. Ça n'a quand même pas été aussi simple. Alors ça a pris du temps, bien sûr. Non, Ouais. ça n'a pas été aussi simple. Donc tu veux. Oui, je veux rentrer dans le détail de ces premières commandes. Donc, les premières commandes arrivent, tu trouves un professionnel qui peut répondre à la demande, aux besoins à l'endroit où tu le souhaitais. Vous ne lancez que sur Paris au début? Vous ne lancez que sur les grandes agglos? Alors, on a lancé globalement sur toute la France dès le début, parce que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir un service national. Mais ensuite, on a effectivement focalisé nos efforts au début sur Paris et l'Île-de-France, donc que ce soit en termes d'acquisition de clients et en termes d'acquisition de professionnels. Donc ton site est disponible, tout le monde peut y aller, mais toi tu fais tes efforts d'acquisition et de création d'offres là où tu maîtrises le marché. Exactement. C'est ça? Exactement. Okay. Et c'est là où petit à petit on va constituer un réseau de professionnels qui va grandir mois après mois. Donc en fait quand tu crées une marketplace, tu as un enjeu, c'est ce qu'on appelle la poule et l'œuf, c'est de savoir en fait il faut faire grandir à la fois la demande et à la fois l'offre, donc les professionnels. Et sauf que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de pro, et s'il n'y a pas de pro, il n'y a pas de client. Donc en fait, exactement. Ce serpent qui se mord la queue. Et donc pour dépasser cette difficulté au démarrage, le choix que l'on a fait, c'était d'avoir une offre pour les professionnels qui soit irrefusable. Fondamentalement, c'était de faire quelque chose qui soit hyper simple, hyper attractif pour eux et qui puissent presque pas la refuser. Donc concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il était hyper simple, et il est toujours hyper simple pour un professionnel d'adhérer au service Wikasa. Qu'ensuite, nous, on va faire un certain nombre de contrôles et de vérifications, de diplômes, un échange avec lui pour lui présenter le service, une vérification de son expérience pour nous assurer que c'est un bon professionnel. Et ensuite, on lui demande pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de nous tenir informés de son agenda ou des choses comme ça qui sont assez contraignantes au début. En revanche, lorsqu'on va enregistrer une commande dans son secteur, on va le solliciter, donc il va recevoir un message qui lui dit voilà, il y a une réservation demain pour telle cliente avec telle prestation à réaliser pour tel prix, et il est totalement libre d'accepter ou de refuser. Donc si ça l'intéresse, il la prend, si ça l'intéresse pas, il la prend pas. Autrement dit, ça s'accommodait extrêmement bien de professionnels qui avaient déjà une clientèle, qui étaient déjà occupés et qui allaient faire appel à nous pour apporter un plus, un complément à leur activité. C'est presque du yield management comme on le fait dans l'aviation ou dans plein de domaines d'ailleurs. C'est de remplir les trous dans leur emploi du temps. Oui, et de plus en plus. Et d'apporter, ouais. Vas-y, pardon. Ouais, donc c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait, on est sur des professionnels à domicile qui se déplacent et un des gros pertes d'efficacité dans leur métier, c'est le temps de déplacement et le temps entre deux rendez-vous. Et donc très clairement, il y a un côté optimiser leur temps et qui est quelque chose qu'on apporte depuis le début, mais de plus en plus aussi, puisque en grossissant et en apportant de plus en plus de clients et en ayant de plus en plus de professionnels,
on peut optimiser pour limiter leur temps de déplacement, pour optimiser leur agenda et faire en sorte que les clients qu'il y ait une optimisation en fait entre les clients et les professionnels. Ok, compris. Pour ta recherche de professionnels, j'imagine qu'il y a le bouche à oreille qui marche, comme tu me l'as dit. Il y a de plus en plus de professionnels qui viennent s'inscrire directement. Mais vous y déléguez des équipes? Alors ça a toujours été assez léger. Tu vois, pour te dire, aujourd'hui, pour développer le réseau, alors je parle en coiffure, esthétique et massage, j'ai une seule personne qui travaille sur ce sujet-là, puisque toute la France. Pour toute la France. Et en fait, lui, il va intervenir particulièrement dans les secteurs où on n'est pas encore assez présent pour aller renforcer et semer en fait les premières graines, aller signer les premiers professionnels dans un secteur. Je sais pas si on va ouvrir Dijon, aller chercher les premiers pros de Dijon. Parce qu'ensuite, ce qui se passe, c'est que dès que les premiers sont là, naturellement, on constate que le bouche-à-oreille se met en place et très rapidement, il y en a d'autres qui arrivent et le réseau grandit naturellement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment principalement du bouche-à-oreille sur ces métiers-là. Au début, c'était pas le cas, évidemment. Donc, au début, comme je te l'ai dit, on a utilisé la prospection à travers les pages jaunes, qui est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné. Au tout début, le premier mois de Wikasa, on a eu un petit coup de bol, et ça arrive, et c'est utile dans la vie d'une startup, c'est qu'on avait un petit concurrent qui a fermé ses portes au moment où on commençait. Et en fermant, il a publié sur son site les numéros de portable de tous les pros qui travaillaient avec lui. Donc, il en avait une trentaine à l'époque. Et donc, le coup de bol. On les a tous signés et ça nous a tout de suite fait 30 pour démarrer et c'était assez cool pour aider au tout début. Aider au lancement, ouais. Exactement. Ok. Mais après, c'est vraiment côté professionnel, c'est vraiment le bouche à oreille qui drive parce que, encore une fois, quand tu es professionnel à domicile, tu as besoin de clients pour vivre parce que nos professionnels, on pourra peut-être en parler, mais c'est des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'ils vivent de cette activité-là, ils payent leur loyer avec, donc c'est pas un petit job complémentaire, c'est le cœur de leur activité. Ils ont potentiellement une clientèle personnelle, mais ils ont besoin de la compléter pour sécuriser leurs revenus tout simplement. Et donc finalement, ils ont tout intérêt à travailler avec Wikasa aujourd'hui. Oui, donc il y a de l'implication, du professionnalisme, de l'expérience. Alors, je fais un pas de côté, on va prendre un tout petit peu de hauteur, j'aurais dû faire ça avant, mais tu peux nous parler du marché un petit peu ? Bien sûr. Que je comprenne en termes en taille, en termes de chiffre d'affaires, de nombre de prestataires. Alors déjà, nous, on est sur plusieurs marchés, puisque tu l'avais dit tout à l'heure, c'est un petit peu la particularité, puisqu'on va adresser l'ensemble des services à domicile. C'est des très gros marchés. Si j'en prends un, par exemple, donc la coiffure à domicile, pour te donner un exemple. La coiffure, c'est un marché de 6 milliards en France. C'est le deuxième secteur de l'artisanat. Donc c'est quelque chose... Domicile et salon. Et salon, absolument. 6 milliards. Ça, c'est le marché que nous, on va adresser. Et ensuite, si je reste sur cet exemple de la coiffure, au sein de ce marché, le domicile va représenter environ 10% du marché. En revanche, c'est le segment qui est le plus fortement en croissance. Et nous, c'est vraiment notre mission et notre rôle, c'est d'évangéliser, on va dire, le marché et de proposer à des clients qui avaient leurs habitudes en salon, en institut de beauté et en spa, et de leur dire, venez tester le domicile, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est hyper cool, ça correspond à votre besoin, ça correspond à votre style de vie, et que pour le même prix, vous aurez une prestation qui sera beaucoup plus satisfaisante. C'est ça, vraiment, le travail que l'on fait. Ok. Je l'ai testé pour la première fois lors du Covid. Je pense que comme une grande majorité de gens qui ont testé pour la première fois d'ailleurs le service à domicile, mais la coiffure à domicile pendant le Covid justement. Expérience assez sympa à vrai dire. Alors moi c'est du bouche à oreille. Je suis pas passé par Wikasa, mais je le ferai à l'avenir. J'espère. Mais ok. Donc tu as dit. Les gens qui testent se rendent compte que c'est un service qui est cool, qui leur correspond, qui correspond à nos styles de vie d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que commander un service depuis son smartphone, c'est devenu extrêmement commun. Et donc notre conviction à nous, c'est que c'est des services qui vont se développer de manière très forte à l'avenir. Pour rester sur la coiffure, tu as bien dit 2 milliards ou 6 milliards ? 6 milliards. 6 milliards. Moi, mon coiffeur, ou ma coiffeuse, ça dure 20 minutes, 25 minutes, et puis elle peut faire du coup 2 ou 3 clients de l'heure. J'imagine que le fait de faire un déplacement à domicile, tu rajoutes le déplacement aller-retour, ça augmente les coûts pour autant, non ? C'est plus cher les services à domicile qu'en salon ? Alors, c'est ma question. Ouais, excellente question. Nous, on a fait le choix en termes de tarifs de proposer des tarifs qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on se différencie pas par le prix, si tu veux, vis-à-vis de notre acquisition client. Donc, on n'est ni plus cher ni moins cher que ce que tu vas trouver sur un salon de moyenne gamme, je dirais. Donc, si on reste sur la coiffure, on va avoir des tarifs qui se comparent à du Jean-Louis David, par exemple, en Ile-de-France. Ok. Donc, si je réfléchis un peu, je réalise qu'en fait, ce que lui coûte en temps et du coup en chiffre d'affaires le trajet, c'est ce que lui coûterait d'avoir un salon ou d'être embauché et pas à son compte dans un salon.
Voilà, exactement. Et Ok. sachant que toi, tu as un biais masculin que j'avais moi aussi, qui est d'imaginer la prestation homme, mais il faut savoir que les prestations femmes durent beaucoup plus longtemps, coûtent aussi beaucoup plus cher, et que Ouais. donc en termes de rentabilité, si tu veux, du déplacement, c'est beaucoup plus intéressant forcément. Compris, compris. Donc ça, c'est le marché de la coiffure. Sur les autres marchés, t'as une notion de taille? Oui, bah sur les marchés de l'esthétique et du massage, on va être aussi sur des marchés qui sont de l'ordre de 3-4 milliards quand même, si on prend l'ensemble des marchés, avec là aussi des dynamiques qui sont assez similaires. Et quand on regarde le ménage à domicile, donc chez des particuliers, on est là aussi sur des marchés qui sont une histoire un petit peu différente, qui représentent à peu près 5 milliards et demi de marchés, avec là, comment dire, la dominante, c'est plutôt le service en direct, déclaré ou pas d'ailleurs. Et ensuite, tu vas avoir une myriade d'acteurs, et notamment toutes les agences avec des noms qui sont très connus et très beaucoup plus connus que nous aujourd'hui, et sur lesquels on va apporter un nouveau type de service. C'est-à-dire que souvent en ménage, donc soit en fait tu vas travailler en direct et tu vas gérer ton contrat de travail, tu vas gérer l'arrêt de travail, tu vas gérer un licenciement à la fin si jamais tu as besoin d'arrêter, tu vas gérer la paye. Donc il y a une question administrative qui est assez complexe, et puis même histoire que quand on parlait de la coiffure, encore faut-il trouver un ou une professionnelle du ménage qui soit compétente, disponible pour venir chez toi. Donc c'est hyper compliqué et hyper chronophage. Et d'ailleurs, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de clients renoncent faute de solutions simples pour accéder au service. Ensuite, tu vas avoir des agences, des modèles traditionnels, on va dire, dans lesquels tu vas devoir avoir des engagements qui vont coûter souvent plus cher, avec des engagements, des contraintes logistiques, etc. Et nous, on va apporter vraiment toute la simplicité du digital dans ce marché-là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réserver une femme ou un homme de ménage dans 2 heures chez toi. Tu peux réserver de manière ponctuelle pour te dépanner parce qu'en fait, tu as fait la fête hier soir et que tu as besoin d'aide pour aujourd'hui. Tu vas pouvoir commander toutes les semaines de manière régulière, un peu traditionnelle, donc tous les jeudis matins, la même personne qui vient de chez toi. Ou on a aussi des comportements de clients qui sont ce que j'appelle les multiponctuels, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas s'engager à avoir quelqu'un tous les jeudis, mais qui vont dire je prends quelqu'un toutes les semaines, mais ça varie en fonction de ma vie perso, et donc je commande régulièrement, mais pas toujours au même moment. Et pas forcément la même personne? Et la même personne si c'est possible, mais si je réserve pas toutes les semaines, je peux pas garantir qu'elle sera toujours disponible. Donc sinon, j'ai 2-3 personnes qui tournent et qui viennent chez moi en fonction de mes propres besoins. D'accord, bon, plongeons tout de suite dans le sujet parce que ça viendra, ce serait venu plus tard, mais comment tu t'affranchis du bypass? Comment tu fais pour que tes clients recommandent bien via Wikasa et pas en direct? Alors ça, c'est une grande question sur laquelle on s'est beaucoup réfléchi et qu'on nous a souvent posé. Parce qu'effectivement, dans une marketplace comme la nôtre, ce qui est important, c'est d'avoir une fidélisation. On n'est vraiment que sur des services de récurrence, c'est-à-dire que les clients vont utiliser plusieurs fois et régulièrement. Et donc, c'est hyper important qu'ils continuent de consommer à travers le site. Et très souvent, on m'a dit, oui, effectivement, comment vous faites pour que les gens se contactent pas en direct? En fait, le premier truc, c'est que le constat empirique que l'on a fait d'un point de vue scientifique, c'est que ça n'arrive pas ou très peu. En tout cas, ça arrive forcément de temps en temps, mais de manière non significative. Et ça, on l'a vérifié à travers plusieurs études de data que l'on a fait chez nous. Mais le meilleur exemple que je peux donner pour illustrer ça, c'est que les professionnels qui travaillent avec nous vont faire de plus en plus d'activités par notre intermédiaire au fil du temps. Alors que si jamais ils faisaient effectivement du bypass, leur activité aurait tendance à tendre vers zéro au fil des années. Or, c'est pas le cas, et c'est pas le cas depuis le début. Alors, je reformule pour être bien sûr d'avoir bien compris. Les professionnels avec lesquels vous travaillez font de plus en plus de business sur Wikasa, alors que s'ils avaient tendance à vous bypasser sur leurs clients réguliers, ils en feraient de moins en moins. Donc Exactement. c'est ça l'indicateur du fait qu'ils passent bien par Wikasa. Mais ça, c'est pour la partie Presta. Est-ce que tu incites d'une manière ou d'une autre les clients à passer par Wikasa? Oui, exactement. Et en fait, ma conviction sur comment on fait pour se protéger de ça, c'est de le faire par une approche positive et par l'incentive. Et globalement, en fait, on fait en sorte que ça soit plus simple et plus agréable pour tout le monde de respecter les règles du jeu que de les contourner. Moi, on est peut-être un peu naïf, mais moi, je pense que les gens sont foncièrement honnêtes par défaut, en tout cas la majorité de la population, et que donc, si on fait en sorte que ça soit simple pour eux de refaire appel aux professionnels à travers le site, ils vont le faire parce que ça sert à rien de se compliquer la vie pour rien. Et donc, en fait, un des trucs qu'on a fait qui est particulier, c'est que donc, lorsque tu réserves sur Wikasa la première fois, tu ne pourras pas choisir ton professionnel. On pourra en reparler si tu veux, mais c'est quelque chose qui est
très important pour nous, c'est-à-dire que c'est notre mission que de trouver le meilleur professionnel disponible pour toi. Donc la première fois, tu ne choisis pas, donc il y a quelqu'un qui vient chez toi. Et ensuite, si tu es content, tu auras la possibilité d'une fois à l'autre de refaire appel à la même personne pour qu'elle revienne chez toi. Donc en fait, la première chose, c'est que il est possible de fidéliser une clientèle à travers la plateforme et donc en respectant ce partenariat. Et ensuite, on va faire en sorte que ça soit avantageux pour les deux parties. Donc pour toi en tant que client, c'est beaucoup plus simple de réserver sur Wikasa. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas réserver, on va te donner accès à l'agenda du professionnel, donc tu vas pouvoir choisir ton créneau. Tu n'as pas besoin d'avoir un échange téléphonique, etc. Donc tu peux réserver hyper facilement depuis l'application. Tu vas payer avec ta carte bancaire. Donc tu te dis pas, ah mince, il y a quelqu'un qui vient ce soir, faut que je passe au distributeur retiré, qui va me prendre la monnaie. Enfin tout ça, c'est hyper galère. Et donc ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite, côté client, un truc qui est amusant, c'est que quand on est dans l'univers des marketplaces, on regarde est-ce que les clients vont être fidèles ou pas à leurs professionnels. Donc, et ça, ils le sont moins qu'ils ne le pensent. C'est-à-dire que toi, en tant que client, tu vas te dire, oui, lorsque j'ai trouvé un pro qui me plaît, en fait, je vais le vouloir systématiquement. Et ce que nous, on constate dans les datas, c'est que c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que très souvent, ce que les clients disent, c'est je le veux, mais en fait, je veux surtout mon rendez-vous ce soir, absolument, parce que demain, j'ai absolument besoin d'avoir une belle coupe. Et ça faisait partie des questions que j'avais, justement, la fidélité dans le monde du service. Moi, c'est peut-être encore une fois très masculin ou alors très personnel, mais j'ai la même coiffeuse depuis 5 ans et à chaque fois que je change, ça me fait mal, mais je suis pas représentatif, du coup, c'est ce que tu es en train de dire. Les gens sont moins fidèles qu'ils ne le pensent. Tu es représentatif d'une partie des comportements. Mais en fait, on constate qu'il y en a à peu près autant dans chaque catégorie. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près autant qui vont être fidèles d'une fois à l'autre et qui vont toujours vouloir la même personne, et autant qui vont changer d'une fois à l'autre en fonction de leurs propres contraintes perso. Donc c'est vraiment des arbitrages individuels de chacun. En marketplace, on appelle ça monogame versus polygame, de manière imagée. Et en fait, nous, on constate qu'il y a les deux comportements. Et donc, on est capable, à travers la plateforme, de répondre aussi bien aux attentes des uns qu'aux attentes des autres. Donc voilà, donc, je disais, donc, comment on fait pour que ça soit plus cool pour les deux parties de repasser par la plateforme. Donc pour le client, je t'ai un petit peu répondu. Mais après, c'est surtout pour le professionnel que pour lui, c'est vraiment beaucoup plus simple de passer par Wikasa parce qu'on se charge de tout pour lui simplifier la vie, en fait. C'est vraiment notre leitmotiv. Donc on va gérer la réservation pour lui, on va gérer toutes les modifications si jamais il y en a, on va gérer le paiement, donc il est sûr d'être payé. Et donc, par exemple, si jamais il se rend chez le client et que le client a oublié le rendez-vous, le professionnel sera quand même payé, alors que s'il avait fait en direct, ça n'arriverait pas. Ouais, mais tu pénalises le client quand même, non ? Comment ? Tu pénalises le client ? S'il a, ça dépend, ça va dépendre de ce qui s'est passé. S'il a pas honoré un rendez-vous sans prévenir à l'avance, ouais, potentiellement, on le pénalisera. Okay. On le responsabilisera, je dirais aussi. Et pour le professionnel, on va gérer aussi tout ce qui est la facturation, tout ce qui est les déclarations, donc une synthèse sur les déclarations URSSAF. Donc tout ça fait que pour lui, c'est hyper simple et hyper facile de repasser par la plateforme. Et ensuite, je pense qu'il y a un truc aussi fondamental, c'est que on a des très bonnes relations en fait avec nos professionnels et on a des relations de partenariat au sens noble du terme. Et donc, ils sont contents, au contraire, de développer leur activité à travers Wikasa et de nous aider en fait à ce qu'on grandisse ensemble. Donc, il y a vraiment des relations très positives et très saines entre nous, qui fait que t'as pas envie de contourner une plateforme avec laquelle tu es content de travailler, quoi, fondamentalement. Je comprends et j'y reviens dans une seconde, mais je fais un petit détour parce que j'y pense à l'instant. Mais vous avez regardé de près, j'imagine, les histoires de requalification de contrats des autres plateformes. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça vous inquiète ? C'est un sujet sur lequel on est en veille, évidemment. Après, nous, philosophiquement, on est vraiment complètement dans le respect de l'indépendance. C'est-à-dire que donc on est assez modérément inquiet. Pourquoi ? Parce que nos professionnels sont des vrais indépendants et c'est un choix positif de leur part. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas des indépendants subis qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont pas d'autre boulot. On a la particularité d'exercer sur des professions qui sont en tension, c'est-à-dire sur lesquelles c'est difficile de trouver des professionnels. Et je pense que la quasi-totalité des professionnels qui sont partenaires de Wikasa,
Si ils avaient envie d'avoir un CDI, ils en auraient un demain, en fait. C'est Ouais, c'est leur choix, je comprends. En fait, Ok. ils ont le choix d'être indépendants, et il y a beaucoup de presse autour de ces thèmes-là, mais un truc, en fait, c'est quand tu es une profession intellectuelle et que tu veux être indépendant, on t'appelle freelance et c'est hyper à la mode, c'est hyper tendance. Et si tu es une profession manuelle, on va dire que tu es ubérisé et qu'en fait, on te fait de requalification, etc. En fait, ils ont exactement les mêmes motivations qu'un graphiste, qu'un développeur ou quoi, pour être indépendant. C'est-à-dire de gérer leur temps, de ne pas avoir de patron, de choisir les horaires, de travailler quand ils veulent, de partir en vacances quand ils veulent. Et c'est vraiment cette liberté qu'ils vont rechercher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on respecte, nous, fondamentalement dans le partenariat. Et donc, je te le disais, quand on leur envoie des propositions, ils sont totalement libres de les accepter ou pas. S'ils veulent partir en vacances 3 mois, ils partent en vacances 3 mois. Enfin, il y a vraiment un respect de cette liberté. Et donc, c'est un sujet qui, pour le moment, en tout cas, n'est pas majeur pour nous. Ok, compris. Je referme cette parenthèse ou ce pas de côté ou ce détour, je reviens sur la route principale. Pour revenir sur le bypass, je pense qu'il y a plusieurs sujets là que tu as évoqués. Déjà, pour les prestats, j'ai bien compris, et pour les clients, côté client, il y a évidemment le process, parce que c'est comme aujourd'hui, il y a rien de plus simple que de commander un taxi et de gérer tout ce qui se passe autour avec une app et 3 clics. J'imagine que commander un prestat sur Wikasa, c'est ce process qui séduit et qui du coup fidélise les clients finaux, mais il y a aussi la qualité du service rendu. Et du coup, ça m'amène à une question qui est: comment est-ce que vous établissez le niveau de qualité, le niveau de professionnalisme de ces prestataires? Alors c'est une excellente question, parce que comme je te l'ai dit, on a dans le modèle de Wikasa, c'est nous qui choisissons le professionnel pour le compte du client la première fois. Et en fait, tu te rends compte que dans un modèle de marketplace, ça a une conséquence, c'est que tu deviens responsable de la satisfaction du client, mais à 100%. Voilà. Et l'exemple que je donne toujours, c'est que voilà, si tu réserves sur Uber, pour prendre un parallèle, et que t'es pas content du chauffeur, bah tu vas aller te plaindre à Uber. Si tu achètes quelque chose sur le Bon Coin et que tu te fais avoir, tu vas pas aller te plaindre au Bon Coin, tu vas t'en prendre qu'à toi-même, parce que t'as choisi. Parce que t'as personne, de toute façon, ouais. Et donc le fait de choisir pour le compte du client nous donne une grosse responsabilité, et que moi je trouve, d'un point de vue entrepreneur, hyper saine, et qui nous amène à prendre des très très bonnes décisions. Et donc en fait, dès le départ, en fait, la qualité, c'est vraiment dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on est les premiers utilisateurs de nos services. Tous les gens que je connais quasiment sont utilisateurs de nos services, et franchement, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils me disent qu'ils sont contents et que ça se passe bien. Donc on est hyper attentif à ça, hyper attentif à la qualité. On a tous nos avis qui sont publics sur Internet. Tu vois, je regardais avant de t'appeler, on en est à 60 000 avis, 4,9 de moyenne. Donc je pense qu'on a... Attends, 60 000 pour 100 000 clients? Les 100 000 clients, d'ailleurs, c'est des clients uniques ou c'est des commandes? Donc les clients peuvent réserver plusieurs fois. Donc tu as 60% de clients qui t'ont laissé des avis sur Internet. Ouais. C'est énorme. Comment tu fais ça? Par une enquête satisfaction après les prestations, à laquelle les clients sont contents de répondre. Mais ça, c'est des avis que vous faites en interne, une enquête en interne? Oui, mais qui est publié. Tous nos avis sont publics. On a le choix de les publier en transparence, les bons comme les mauvais d'ailleurs. Il y aura des mauvais, il y aura des gens qui n'ont pas été satisfaits malheureusement, et on va tout faire pour les satisfaire. Mais au global, on arrive à maintenir un très bon niveau de qualité. Et alors, comment il y a plusieurs choses. Déjà, on ne travaille qu'avec des professionnels. Donc, on n'est que sur des personnes qui sont enregistrées, qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont une société, et dont c'est le métier. Donc, dans le cadre des prestations de type coiffure, beauté, massage, on va vérifier le diplôme des professionnels. Et ensuite, on va accompagner leur travail avec Wikasa, notamment grâce à ces enquêtes de satisfaction. Et quelque chose dont je suis assez fier au final, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que plus les professionnels travaillent avec nous, plus leurs prestations seront bien, parce que à la fois par les conseils qu'on va leur donner, par la gestion qu'on va avoir lorsqu'il y a des retours même mitigés, on va les aider à s'améliorer et à faire en sorte que les choses se passent de mieux en mieux auprès de leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, puisque les professionnels à domicile, ils sont indépendants, ils sont tout seuls, et en fait, ils ont très peu d'occasions d'avoir des retours de la part de leurs clients, puisque bon, le client, il dit toujours que c'est bien, et quand il n'est pas content, il y a beaucoup de clients qui osent pas le dire en face, parce que c'est délicat, parce que ça va faire de la peine, etc. Parce qu'il a encore des ciseaux dans la main et qu'il pourrait me trancher la gorge. Voilà, par exemple. Et donc, nous, au contraire, on va réussir à capter ça, et surtout, comme on en capte beaucoup, on est capable de donner des conseils constructifs pour aider nos professionnels à s'améliorer, et ce qui fait qu'ils ont des performances qui s'améliorent avec le temps. Donc ça, c'est pour la partie coiffure, beauté, massage. Et ensuite, pour les métiers, par exemple, du ménage, là, c'est différent puisqu'il n'y a pas de diplôme. Et donc, ça rend l'histoire
plus difficile pour la sélection. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que dans le cadre du ménage, on les reçoit physiquement en entretien, on fait un contrôle de référence et on va avoir, nous, une exigence assez forte sur les personnes que l'on reçoit pour nous assurer qu'ils vont réaliser des bonnes prestations. Et comme même ça, on trouvait que c'était pas encore suffisant, ce que l'on fait en plus, c'est qu'on leur offre à nos frais une formation de 2 jours sur le ménage pour nous assurer que tout le monde ait un niveau de qualité satisfaisant. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors, on a parlé de l'offre, j'aimerais maintenant comprendre comment tu as fait croître la demande sur Wikasa. On enchaînera ensuite avec la plateforme, comme ça on aura fait l'offre, la demande, l'outil. Je crois qu'on aura fait le tour. Sur l'offre, du coup, vous mettez en place une landing, vous mettez un petit peu d'acquisition. Ça, c'était en septembre 2016. Comment tu passes de ça à 100 000 clients? Et est-ce qu'il y a eu des facteurs d'accélération dans cette croissance? Alors c'est une très bonne question, parce que quand on fait du B2C comme nous avec des petits paniers, c'est vraiment une accumulation de petits cailloux qui va réussir à créer un vrai business. On n'a pas un client qui va nous ramener énormément d'activités, puisque chaque client pèse assez peu, mais par contre il faut en trouver beaucoup. Donc pour faire cette acquisition, le premier canal qu'on a développé, c'est Google AdWords, donc avec des petits budgets au tout début, je t'en parlais tout à l'heure, des dizaines, centaines d'euros, et puis au fur et à mesure ça s'est développé, qui nous a permis d'aller chercher ce que j'appelle des intentionnistes, donc c'est-à-dire des clients qui vont taper coiffure à domicile dans Google, esthéticienne à domicile, etc., et de répondre à leur attente. Donc ça, c'est toujours d'ailleurs notre premier canal d'acquisition, et qui est suivi de très près par le deuxième canal de la famille Google, qui est le SEO, donc le référencement gratuit sur lequel on a travaillé dès le début, puisqu'on avait une forte culture SEO parmi les fondateurs, et qu'on continue de développer pour faire en sorte que donc lorsque tu vas taper des mots-clés liés aux thématiques sur lesquelles on travaille, on apparaisse en première page de Google de manière assez forte. Donc ça, c'est le premier canal d'acquisition. Et ça, vous le travaillez dès le début, et le ça, SEO. on travaille jour 1. Ouais, dès le début, on conçoit le site avec un angle SEO. Après, le SEO, comme tu le sais, c'est quelque chose qui paye dans la durée, donc c'est plutôt un investissement de moyen long terme. Mais moi je dis à tous mes clients qu'il est trop tard pour commencer. En fait, c'est ça, quoi. Même si ton projet, tu veux le lancer dans 1 an, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à écrire, à faire un podcast, voilà. Il est jamais trop tôt pour commencer à travailler ton SEO. Et du coup, vous le travaillez sur le site, mais aussi avec des articles, des publications. Comment est-ce que vous faites? Absolument. On le travaille. Le SEO, c'est déjà par la technique sur le site, et on a fait beaucoup de choses et on continue d'en faire pour avoir un site qui soit optimisé d'un point de vue technique. C'est par les pages qui sont construites, par les mots-clés que tu utilises et par les créations de contenu, effectivement. Donc, on travaille sur l'ensemble de ces leviers et puis sur les liens externes. Nous, par exemple, quelque chose qu'on a beaucoup fait au démarrage dès le début, c'était de proposer à des blogueurs de tester nos services. Donc, si tu cherches test Wikasa, tu vas trouver plusieurs pages de test Wikasa sur Google, ce qui nous a aidé aussi à développer la notoriété du site. Ok, compris. Donc ça, c'était SEO. Ensuite, le deuxième canal qui nous a donné beaucoup de fil à retordre en acquisition payante, c'est Facebook et Instagram, dans la galaxie Facebook. Donc là, on a dépensé beaucoup d'argent avant de comprendre, d'avoir à peu près compris comment ça marchait et comment réussir à en faire un canal efficace. Donc aujourd'hui, c'est devenu un canal qui est rentable et qui est efficace pour nous, mais ça a demandé beaucoup d'efforts et ça a été assez difficile. Non, mais surtout, j'imagine, j'aimerais bien qu'on creuse un peu, mais la première chose que tu fais quand tu fais de l'acquisition payante, du paid social ou du paid search, c'est que tu vas travailler tes personas. Et j'imagine que comme vous avez 3, 4, 5 verticales différentes, chacune doit correspondre à un persona particulier. C'est pas la même personne. Enfin, en fait, c'est une question que je pose. Est-ce la même personne qui achète le ménage, le babysitting des enfants, la coiffure et le massage? Alors, il y a deux réponses dans ta question. Donc, en termes de clientèle cible, déjà, on a une offre qui est très grand public, donc qui touche beaucoup de monde. Après, il y a quand même un cœur de cible, si tu veux, dans notre clientèle, qui est quand même la femme entre 25 et 45 ans. Quand même le cœur de cible, c'est-à-dire la femme active qui travaille, qui a des revenus, qui peut donc se payer les services que l'on propose, et qui a des problématiques de temps, donc c'est-à-dire qui va être contrainte par le temps. Donc c'est souvent j'ai un travail, j'ai une vie sociale, j'ai des enfants, et ça devient hyper compliqué de trouver une minute pour moi.
Donc ça, c'est un petit peu notre cœur de cible. Mais après, on peut tout aussi bien toucher des personnes âgées, des personnes qui peuvent pas se déplacer parce que soit elles sont handicapées, soit elles ont eu un accident. On peut toucher des jeunes. On peut toucher vraiment beaucoup de monde, ce qui est finalement une difficulté. Mais ces clients sont les mêmes d'un service à l'autre. Par contre, il y a vraiment nos clients passent Ok. d'un service à l'autre. Maintenant, pour revenir au point dont tu étais parti, à savoir côté Facebook, le développement des personas, etc. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on a perdu de l'argent. C'est qu'on a essayé de faire un ciblage très fin sur Facebook, de trouver la bonne personne qui avait telle et telle caractéristique. Et en fait, Facebook n'a jamais aussi bien marché que pour nous que quand on a arrêté de cibler et qu'on a dit à l'algorithme débrouille-toi et trouve-nous les clients. Et en fait, il l'a fait beaucoup mieux que ce qu'on n'avait jamais réussi à faire. Non, mais attends, c'est drôle ça. C'est-à-dire, tu lui as quand même donné des listes d'emails, tu as fait du similar audience, Je lui ai dit femme 25-45 ans. Débrouille-toi. Débrouille-toi. C'est génial parce que l'algo va apprendre en fonction des clics et de l'engagement pour optimiser les pubs en fonction de ce qu'il apprend. Exactement. C'est drôle ça. Et tu te rends compte qu'il en sait en fait beaucoup plus que toi pour trouver les bons clients. Et de la même façon, Facebook pour nous n'a jamais aussi bien fonctionné. En tout cas, un des moments où ça a commencé à fonctionner, c'est quand on a arrêté de se prendre la tête, qu'on a laissé les pubs tourner sur des audiences larges. Et à ce moment-là, ça a commencé à marcher. Après, il y a eu beaucoup d'autres choses et beaucoup de travail, mais en tout cas, ça faisait partie des learnings qu'on avait eu sur Facebook. C'est que clairement, il faut surtout pas faire des audiences trop petites. Il vaut mieux faire confiance à l'algorithme et faire des très grosses audiences. Je le prends en note, faire confiance à l'algo, c'est marrant. Parfois, on a toujours tendance à vouloir hacker l'algo. Hacker, je suis alsacien. Hacker l'algo. On a toujours tendance à vouloir hacker l'algo, mais en fait, des fois, il faut lui faire confiance. C'est un apprentissage intéressant, ça. Mais quand tu lui dis une femme active de 25 à 45, Facebook, il te sort 30 millions de profils. Ouais. Et ta pub, ton budget, il doit filer à une vitesse folle. Bah, tu limites ensuite, tu donnes le budget que tu veux dépenser. Ça, c'est toi qui fixes ton budget, et donc on a augmenté petit à petit les budgets. Ça, c'est aussi un learning sur Facebook, c'est qu'il faut y aller progressivement dans les modifs de budget, et surtout pas te dire, tiens, ça marche, je vais doubler mon budget, parce que là, du jour au lendemain, ça marche plus. Il a pas aimé que tu ailles trop fort, donc il faut aller très très doucement dans les évolutions. Ok, et du coup, tu utilises Facebook, Instagram de la même manière? Est-ce qu'il y a un réseau de préférence? Oui, nous on utilise les deux, on diffuse nos pubs sur les deux, après on a des ajustements pour tenir compte d'Instagram, du côté vertical, etc. Mais globalement, on a les deux. On capte plus de clients par Facebook, mais c'est aussi un réseau social qui est quand même plus grand que ne l'est Instagram. Je pense qu'on a quand même une plus grosse affinité avec Instagram, donc à mon avis, en proportion, on est peut-être un peu surreprésenté, mais les deux sont importants. Est-ce que tu vois une différence entre la notoriété et la conversion? Est-ce que par exemple, sur ton parcours, tu vas te faire connaître sur Instagram et transformer en réservation sur Facebook? Est-ce que tu as ce genre de comportement ou pas? Non, nous on est quand même sur des achats qui sont assez simples, sur des petits paniers, donc c'est assez direct, c'est-à-dire qu'on est vraiment que sur des campagnes de conversion, très clairement. Et ça, c'était aussi un des learnings du Facebook, c'est-à-dire que l'algorithme fait ce que tu lui demandes à l'exclusion de tout le reste. C'est-à-dire que si tu lui demandes des clics, tu auras des clics, mais tu auras 0 commande. Et si tu lui demandes des commandes, tu auras des commandes. Donc ça, c'est aussi un des learnings assez forts sur Facebook. Arrêtez de penser qu'on est plus intelligent que les ingénieurs de Palo Alto. Ils sont à Palo Alto, Facebook? Non, ils sont pas à Palo Alto, ils sont où? Bon, peu importe. Donc ça, sur le payant, c'est le paid social, donc Facebook, Insta. Est-ce que vous avez testé, vous faites aussi de l'AdWords? Bah, AdWords, j'en ai parlé juste avant. Donc oui, donc AdWords, SEO, Facebook. Oui, AdWords, SEO, ok, ouais. Ensuite, on a une grosse partie de notre clientèle qui vient aussi du bouche à oreille. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper précieux parce que c'est les clients satisfaits qui vont en parler autour d'eux et qui vont nous aider à faire connaître. Et ensuite, comme on a quand même un service qui a besoin d'être... Pardon. Attends, sur le bouche à oreille, comment est-ce que tu l'encourages? Est-ce que tu as un conseil à donner? Faire un bon service. Enfin, franchement, j'ai pas trouvé la recette où ce soit toi qui aies la main sur ton bouche à oreille. On fait du parrainage. C'est pas incroyable. Je trouve pas en tout cas que ça soit majeur, et on a beaucoup plus de bouche à oreille que de parrainage. Donc quand on mesure, on a beaucoup plus de clients qui nous ont connus par des personnes qui leur en ont parlé sans même utiliser des codes. Donc les codes, ça amène un petit bonus, mais c'est pas drastique. Donc je pense que la vérité, c'est simplement qu'il faut faire un bon service et que les clients aient envie d'en parler. Mais peut-être d'autres entrepreneurs ont trouvé des meilleures recettes que moi sur ce thème-là. Non, mais je pense que c'est le premier des conseils toujours, hein, c'est faire un bon service. Si tu fais un bon service, les gens parlent, ton NPS augmente. C'est ça. Ok.
Et ensuite, comme on est sur un service qui a besoin qui est grand public et qui correspond quand même à un changement d'usage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui ne savent pas que c'est possible, qui ne connaissent pas ce type de prestation à domicile, qui savent pas que c'est adapté à leurs besoins, etc. On peut pas se contenter de Google, des gens qui vont taper des recherches dans Google. On a besoin d'aller toucher des gens de manière un peu plus proactive, donc en push, on va dire. Donc c'est ce qu'on fait, comme j'ai dit, à travers Facebook. Mais ensuite, on a aussi mené assez tôt des campagnes offline. J'allais y venir, ok. Donc des campagnes de publicité plus classiques. Dès 2017, en fait, on faisait notre première campagne d'affichage dans le métro, tu vois, 1 an après le démarrage, donc dans le métro parisien. Et donc, au fil du temps, on a fait plusieurs campagnes d'affichage dans le métro, on a fait plusieurs campagnes en radio en Île-de-France. Et là, cet été, sur le mois de juillet, on a fait notre première campagne nationale en télé. Génial. Alors, dans l'ordre, métro, radio, télé, c'est ça? C'est les trois sujets. Dès 2017, là, le métro. Et ça se passe comment? Ça se passe qu'on va tout simplement, on travaille en direct avec la régie de la RATP et qu'on va acheter des premiers espaces sur un certain nombre de stations pour commencer à faire connaître, créer notre premier visuel et voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et qu'on l'a fait finalement d'une année à l'autre avec de plus en plus de plus en plus grandes campagnes puisque la société grandissait, quoi. Et tu vois un impact direct. Comment tu fais ton arbitrage et le terme m'échappe, l'affectation du business aux moyens de communication, l'attribution, pardon. En fait, on l'a fait de manière hyper simple. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure, on a une enquête satisfaction auprès de nos clients sur lesquels on leur pose pas mal de questions sur comment s'est passée leur prestation. Et au cours de cette enquête, on leur demande par quel biais ils nous ont connus. Donc, est-ce que c'est Google, est-ce que c'est le métro, est-ce que c'est la radio, etc. Et c'est sur la base de ces résultats-là et des pourcentages qu'on va ensuite faire une extrapolation pour avoir une idée du nombre de clients que nous a amené chacun de nos canaux. Et en tout cas, ce sera le canal qui aura été le plus impactant dans la tête du client. Donc ça, c'est assez important pour nous. Et ça a le mérite d'être très simple à mettre en place et de permettre en plus de mesurer des canaux offline qui sinon sont beaucoup plus compliqués à mesurer. Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu le recommandes? Comment s'est passée cette campagne métro? Je comprends, pardon, je comprends tout à fait l'affinité qu'il y a entre ton service, ton offre et ce canal de communication. On est grand public, on est service du quotidien. Je suis dans le métro en train d'entrer chez moi ou de partir au boulot. Je me dis que mon appart est sale ou que je me ferais bien masser ou que j'ai pas le temps de prendre un rendez-vous chez mon coiffeur habituel. Je comprends l'intérêt. Est-ce que ça a eu l'effet escompté? Oui, alors on a mesuré des effets qui étaient variables selon les différents canaux. Typiquement, la radio, je réponds après sur le métro, mais la radio amène tout de suite des commandes, c'est assez immédiat, et ça disparaît aussitôt que la campagne est finie. Donc quand tu dis tout de suite, c'est au moment du passage ou c'est dans la période du passage? Si tu publies, pendant 2 semaines en septembre, tu auras 2 semaines où tu auras des résultats, peut-être 3. Le métro a un effet de rémanence qui est assez fort finalement, en tout cas dans notre expérience à nous. C'est-à-dire que tu vas lancer ton affichage, la première semaine il va rien se passer ou peu, et puis petit à petit ça va augmenter. Et par contre ensuite ça va durer assez longtemps et tu peux avoir plusieurs mois plus tard encore un bon nombre de clients qui viennent sur le site et qui disent nous avoir connus par ce biais-là. Donc il y a un effet, en fait quand on fait une campagne nous de type offline, notamment le métro, il y a un double objectif, il y a un objectif acquisition parce qu'on est très héroïste et parce que le but c'est vraiment d'acquérir des clients, mais aussi un effet branding qui est de se faire connaître, qui est de renforcer nos autres canaux d'acquisition et qui est de commencer à créer une image de marque. Ok, hyper intéressant. Ça te donne énormément de légitimité en plus de voir un service dans la vie réelle. Aujourd'hui, ça se fait énormément, mais moi je me souviens, je suis pas si vieux que ça, mais quand même des premières pubs que je voyais pour des services de start-up, enfin des start-up de amis, tu vois, je sais pas, Litchi, la première fois que j'ai vu une campagne Litchi, je me suis dit, ça y est, ils existent vraiment, quoi. On est sortis de la sphère et ça donne cette légitimité que n'ont pas les services en ligne que ceux qui ont des boutiques, par exemple, en brick and mortar, peuvent avoir, quoi. Et nous, on a un gros enjeu sur la confiance, en fait, puisque tu vas quand même faire rentrer un inconnu chez toi. Donc, tu as quand même intérêt à faire confiance à la société par laquelle tu as réservé. Et donc, c'est pour ça qu'on a un gros travail autour du fait de créer la confiance et de créer un service qui inspire confiance aux clients. Et ça fait partie des choses qui aident à créer cette confiance. Et la télé? Donc, la télé, vous avez testé cet été, vous avez testé quand? Alors, la télé, c'est tout frais puisqu'on l'a testé sur les 3 premières semaines du mois de juillet. Donc, tu vois, donc c'était après l'enregistrement raté. C'est très bien. Comme ça, on peut en parler.
Et alors? La télé, c'est un média qui est quand même extrêmement massif. Donc c'est un média Cher aussi, non? extrêmement puissant, cher très clairement, mais qui permet de toucher beaucoup de monde. Et en fait, pour passer en télé, nous, il y avait un premier enjeu, c'est que la télé, c'est un média qui est national. Et donc, si tu veux passer en télé, il faut que ton service soit national, ce qui pour nous n'était pas le cas. Enfin, il a fallu un certain temps pour créer un réseau national et avoir une couverture suffisante sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a pu y aller que cette année, au-delà des questions financières, évidemment. Et ensuite, c'est un média qui est quand même assez massif. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que c'était immédiat, c'est-à-dire que dès qu'il y a un spot qui passe, tu as un pic de trafic sur ton site, tu as un pic de download de l'application, et ça crée un effet de notoriété, de gens qui vont venir visiter le site qui est énorme. Et alors, il est trop tôt encore pour te faire le bilan complet, puisqu'on est encore en train d'en collecter les effets, mais ça a eu un impact assez massif, effectivement, sur notre acquisition client au mois de juillet. Donc c'est un effet, ça se voit, quoi. C'est vraiment Ok. visible et très significatif en termes d'acquisition client. Du SEO et du SIA, donc du SEO et de l'achat média Google pour commencer. On a parlé de Facebook et d'Instagram. Tu nous as dit un truc hyper intéressant. Tu nous as dit que parfois il faut faire confiance à l'algo et que ça n'a jamais aussi bien marché quand vous avez arrêté d'essayer de le contrôler. Le bouche à oreille, pour lequel il y a plein de méthodes qui existent, le parrainage, les points. Mais en fait, ce qui compte, c'est de faire un bon service. Et enfin, et surtout pour un service comme le vôtre, le offline avec dans l'ordre métro, radio, télé. Super intéressant. Est-ce que dans ces 4 dernières années, il y a eu quel a été le tipping point? Est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment il y a eu une accélération forte de ta croissance et à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer? Alors, la réponse est plutôt non, en fait. On a plutôt eu une croissance qui était très régulière. Globalement, on Ok, triple d'une année à l'autre, pour te donner un ordre de grandeur, mais de manière assez lisse. Après, on subit une saisonnalité sur nos différentes activités. Tu vois, par exemple, on a une grosse partie de notre activité en esthétique sur laquelle il y a un ratio, si tu veux, de 1 à 4 entre le printemps et l'hiver, globalement, en termes de j'imagine. commandes sur ce marché-là. Donc, mathématiquement, il y a un moment où on est poussé par le vent et puis à un moment où on est à contre-courant. Donc là, c'est un effet marché plutôt que Wikasa. Et ensuite, comme on est en B2C sur des petits paniers, il y a un côté construction client après client. Surtout qu'une grosse partie, en fait la majorité même maintenant de notre business vient de nos clients récurrents. C'est-à-dire des clients qui ont déjà commandé et qui vont revenir réserver sur le site. Donc en fait, chaque mois, on a déjà notre base client qui va recommander d'une manière assez prévisible en fait d'un mois à l'autre. On peut pas te faire commander une coiffure toutes les 2 semaines, même si tu me trouves génial, tu vois, il y a quand même un truc que tu peux pas changer. Et après, ce qui va faire qu'on va faire un peu plus ou un peu moins, c'est vraiment l'acquisition, le budget qu'on va mettre sur l'acquisition, qui lui il progresse de manière continue aussi, mais va après dépendre beaucoup de la saisonnalité. Donc là, tu vois, on met un gros budget pour faire de la télé, donc évidemment, on fait un gros pic sur cette période-là, mais c'est aussi parce qu'on accompagne notre saisonnalité. Et tout ça va ensuite nous amener des clients qui vont revenir ensuite. Donc tout ça pour dire qu'à la fin, on a plutôt eu une croissance qui était régulière, qui était progressive, qui était rapide, mais sans avoir un élément où d'un coup ça explose, comme peut-être ça arrive chez certains. Elle est compliquée notre vie d'entrepreneur et de commerçant. C'est gagner de nouveaux clients, les faire venir, les transformer, leur offrir un bon service, les fidéliser, les faire recommander à d'autres. Et Et le faire aussi bien pour les clients que pour les professionnels dans notre cas. c'est ça, wash and repeat quoi. Tu peux nous donner quelques KPI pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Tu m'as dit une centaine de milliers de clients uniques à date. Quel est le taux de repeat sur tes clients? Donc globalement, on a la moitié des clients qui deviennent fidèles et qui ensuite vont réserver. Et c'est ça qui est intéressant, qui vont réserver de manière hyper durable. Parce qu'on est sur des services que tu vas consommer potentiellement toute ta vie. Tu vois, si tu prends le ménage de ton appartement, la poussière, elle revient, quoi. Donc en fait, Ouais, tu vas en avoir besoin pendant hyper longtemps. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des clients qui reviennent année après année, quoi. ok. C'est pour ça qu'on construit et qu'on fait de l'acquisition pour acquérir des clients, mais avec lesquels ensuite on va travailler pendant hyper longtemps. Quel est le panier moyen d'une commande? On est autour de 60 euros. Alors après, ça dépend un peu selon les services. Ça va être pas la même chose pour de la coiffure ou du massage, mais globalement 40, 50, 60, 70 selon les métiers.
Donc 100 000 commandes à 60, on est à 6 millions, la moitié qui recommande. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez fait entre quoi, 7, 8, 10 millions de CA? Depuis le début, vous communiquez peut-être pas dessus, tu peux me dire oui ou non ou... On communique pas en détail sur les chiffres d'affaires, non. D'accord, ok. Intéressant. J'ai encore plein de questions, mais le temps file. Vous êtes, c'est intéressant parce que toi et beaucoup d'autres qui œuvrent dans des domaines connexes ou similaires est un peu sur l'avenir du travail. Le travail change. J'imagine qu'il y a de plus en plus d'indépendants. Tu m'as dit que c'était 6 milliards pour la coiffure, le marché est 10% sur la coiffure à domicile. C'est un chiffre qui tend à augmenter, j'imagine? Oui, absolument. Et puis, tu parlais sur l'avenir, pour donner un chiffre, là aussi, par exemple, en coiffure. Aujourd'hui, tu as 22 000 coiffeuses à domicile en France ou coiffeurs à domicile en France. Et un nombre qui augmente de manière permanente. Et par rapport à ce changement du travail que tu mentionnais, c'est hyper vrai. Et un truc qui est très spectaculaire chez nous, c'est que les professionnels qui font le choix d'aller à domicile ne font jamais le chemin retour. C'est-à-dire que ils vont travailler en salon, en institut, en spa, ils vont passer à domicile et ils ont plus du tout envie de faire le chemin inverse. Au contraire, ils sont hyper contents et beaucoup plus épanouis par ce choix-là. Et c'est là où on a vraiment un rôle pour les accompagner et les aider à réussir cette transition à domicile, absolument. Ok. C'est le cas sur vos 4-5 verticales? Oui, absolument. Ouais. D'accord. Toi, tu as un enjeu aussi qui est intéressant. On a cet enjeu chez nous, Cause Nostra, où on a trois business units, conseil, agence et marketing. Et notre enjeu, c'est que les clients arrivent souvent sur une expertise et on va essayer de leur vendre, une fois qu'on a fini cette mission ou en cours de mission, les autres expertises, parce qu'on est très bon partout. Toi, quelqu'un qui rentre sur la coiffure, le massage ou le ménage, tu auras aussi un enjeu de le tirer à utiliser les autres verticales de Wikaza, non? Oui, absolument. Ça, c'est même constitutif de notre business model depuis le début. Donc, dès le premier jour, on avait l'ambition de proposer aux clients une marketplace unique sur laquelle tu trouves l'ensemble des services qui facilitent le quotidien à domicile, comme je l'ai dit. Et ça, c'était vraiment notre vision de départ, qui est pas forcément quelque chose qui est très naturel, en tout cas dans l'écosystème startup, où on a tendance à faire des choses de manière très verticale. Et au contraire, notre conviction à nous, c'est que le plus dur, c'est de créer la confiance auprès du client. C'est-à-dire qu'il te fasse confiance pour faire rentrer quelqu'un chez lui. Et une fois qu'on a créé cette confiance, ça sera beaucoup plus facile ensuite de passer d'un service à l'autre parce qu'il sait comment ça se passe, il sait comment ça marche et il sait que c'est fiable et qu'il va pouvoir trouver des prestations de qualité. Donc dès le début, on avait cette vision-là. Après, proposer nos différents services, ça prend un peu de temps parce qu'il faut le temps de tous les construire. Et surtout que pour chacun d'entre eux, on a l'ambition d'être le meilleur acteur sur chacune de nos verticales. C'est pas d'être un petit acteur moyen sur 50 verticales, c'est d'être très très fort sur chacune d'entre elles. C'est pour ça qu'on les lance progressivement, qu'il y a des spécificités aussi sur chaque métier qu'on va lancer. Donc il y a un tronc commun qui est tout notre algorithme, on pourra en reparler, de réservation, qui est quelque chose de très très important sur lequel on a beaucoup travaillé. Il y a un tronc commun sur la façon de travailler avec les clients, la façon de travailler avec les pros. Mais ensuite, il y a aussi des spécificités. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, dans des métiers où il n'y a pas de diplôme, on va avoir un processus de sélection qui va être différent. Si on parle de l'expérience client, en ménage, tu vas pouvoir réserver une prestation toutes les semaines. Ça n'existe pas dans les autres métiers. Tu vois, donc en fait, sur chaque métier, on a une partie spécifique et une grosse partie qui est le tronc commun. Et notre but, c'est vraiment que les clients ensuite passent de l'un à l'autre et qu'on devienne vraiment leur réflexe au quotidien pour leur service à domicile. Ok, compris. Pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans ta stack technologique, dans les outils que vous utilisez. Wikaza, c'est un développement sur mesure ou vous êtes basé sur une plateforme? Alors, nous, on a les deux, en fait, pour répondre à ta question. Ok. Dans la stack Wikaza, en fait, il y a beaucoup de logiciels, mais 3 briques qui sont assez importantes. Le cœur du métier, il est développé par notre équipe dev. Donc, on a une grosse culture produit, data et tech chez nous. Donc, dans l'équipe, ça représente une bonne partie des ressources. Et tout ce qui est l'intelligence du système, c'est quelque chose qui est développé chez nous et qui fait partie vraiment de notre valeur ajoutée. Donc du spécifique, bien sûr. Donc du spécifique.
En revanche, tout ça est connecté avec un outil qui s'appelle, en l'occurrence, avec la suite Zoho, donc en particulier Zoho CRM, qui est un outil alternatif à Salesforce, qui est plus connu, on va dire, comme nom. Et en fait, ce qui permet que en fait, notre système maison est répliqué en fait dans un système Zoho CRM, qui lui va servir d'interface pour tous les utilisateurs internes, qui lui-même va automatiquement être répliqué avec un système de business intelligence qui nous permet d'avoir tous les reportings que l'on veut de manière hyper simple. Et tout ça, en fait, ça nous a permis à quoi cette architecture? Ça permet que l'intelligence et le temps de nos devs soient passés vraiment sur ce qui est métier, ce qui crée de la valeur pour nos clients, et que, typiquement, pour prendre un exemple, nos devs n'ont jamais développé un seul rapport pour l'entreprise, puisque ça, on n'a pas besoin d'eux pour le faire, on est totalement autonome, ni même, on n'a quasiment pas d'interface pour les utilisateurs internes. Tout est fait dans les métiers, dans les outils de marché. Du coup, avec la brique Analytics de Zoho, c'est ça? Exactement, pour le reporting, absolument. Ok. Et ensuite, on a un troisième outil hyper important, c'est Intercom, qui est aussi, les trois sont synchronisés ensemble, et qui lui nous sert pour toute la communication avec les clients, avec les professionnels, aussi bien les emailing que le chat, que le support client, etc. Mais tu peux utiliser Intercom comme un CRM en plus de la partie push. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de garder le CRM côté Zoho? C'est quand même pas du tout le même niveau de fonctionnalité. Ok, d'accord. Ça va être très basique. Là, sur Zoho, on va avoir toutes les informations, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les pros, toutes les commandes, toutes les prestations, toutes les propositions. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus riche. Zoho, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit Z-O-H-O. C'est une vieille, c'est une vieille start-up indienne, hein. Je crois que je sais pas quelle est l'année de création, mais et qui a pendant longtemps survécu sur l'interface qui était absolument affreuse, mais qui fait un super job. Et depuis quelques années, il travaille les interfaces. Et tu l'as dit en fait, c'est un Salesforce déjà moins cher de mémoire, et surtout avec plein de briques que tu peux monter et associer les unes aux autres. C'est intéressant. Zoho, c'est un outil qui est très puissant, notamment le CRM. Vraiment, moi, je le recommande parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement modulaire, puisque je dis, nous, on est connecté en API de manière totale, quoi. Donc vraiment, on peut aller très très loin avec l'outil, et pour un prix qui est sans commune mesure, effectivement, avec un Salesforce, par exemple. Donc, pour une startup, et notamment quand on démarre, c'est précieux. Mais ce qui était important et qu'on avait nous vérifié au début, c'est que non seulement c'était économique au début parce que tu regardes ça, mais ça pouvait scaler assez loin. Et tu vois, aujourd'hui, on est encore avec, et on n'a pas encore trouvé la limite, quoi. On peut encore. C'est gros. Je suis en train de regarder en parallèle, mais donc ça a été créé. J'avais pas tort en disant que c'est vieux, mais c'était en 96. Ouais. Donc ça fait 24 ans et c'est 9000 employés. J'avais pas conscience que c'était si gros. Très gros, c'est pas très connu en France parce qu'ils n'ont pas du tout de vente, de marketing, c'est vraiment du self-service. Et après, ils produisent énormément d'outils qui sont tous des clones plus ou moins réussis des leaders du marché. Donc, nous, dans la suite, on a 15 outils différents facilement. Il y en a qui sont excellents. Par exemple, donc le CRM est excellent. L'outil de BI, donc Zoho Analytics, est vraiment, moi je le trouve extraordinaire cet outil. C'est un outil super, très facile à utiliser, très facile à intégrer, à implémenter, etc. Là où le BI c'est souvent compliqué, ça fait des années que je travaille avec. Ils ont des outils d'enquête qui sont bien faits. Et après, parfois, il y en a d'autres qui sont moins aboutis et moins réussis. Donc, faut vraiment tester et voir si ça correspond aux attentes de chacun. Merci Pierre. Tu nous as dit que ton audience, ta base, elle triplait chaque année. Ça reste l'objectif pour l'année à venir, les 12 mois à venir? Oui, absolument. C'est un challenge de maintenir, parce que plus tu grandis, plus ce challenge est difficile à tenir. Donc nous, sur les challenges sur l'année à venir, c'est ça, c'est de maintenir notre rythme de croissance, c'est de réussir. Donc là, on vient de lancer une offre garde d'enfants qui est assez inhabituelle, puisqu'elle est sur le même fonctionnement que Wikasa, c'est-à-dire qu'on va se charger de trouver une garde d'enfants pour le compte du client. Donc c'est une offre qui est assez innovante, qu'on vient de lancer. Donc ça sera un de nos gros challenges dans les prochains mois, que de réussir sur cette verticale comme on a réussi sur les autres. Super intéressant. Pierre, on arrive au bout de cet entretien. Je te remercie énormément. Je terminerai avec une dernière question. Donc, sur les 12 prochains mois, tu nous as dit que ton objectif restait de croître sur le rythme actuel. Je crois d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais que parfois, accélérer permet d'accélérer. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il est
plus tu grandis, plus c'est facile. Mais plus tu grandis, plus tu as d'espace, plus tu as de visibilité, plus tu as de portance pour ta communication. Enfin, c'est parfois aussi une accélération que d'accélérer. Ma dernière question pour clore cet entretien, et c'est plutôt sur toi d'un point de vue personnel. Où est-ce que tu vas progresser cette année en e-commerce ? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre ? Quel est le sujet que tu as envie de tacler et de maîtriser dans l'année qui vient ? Alors nous, un des sujets sur lesquels on va travailler, c'est tout ce qui est app, puisqu'on a aussi bien un site web qu'une application. Donc on a sur les deux enjeux. On avait, nous, historiquement, une culture plutôt web au tout départ, donc c'était notre première application Wikasa. Et dans les enjeux sur lesquels on va travailler sur le e-commerce, c'est vraiment comment convertir un client par l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un nouveau client, il peut soit rentrer par le site, et ça, on connaît très bien, on a l'habitude, on sait faire, on a les outils, enfin, quelque chose, je pense qu'on est relativement mature. Par contre, on l'est moins sur les clients qui vont commencer par télécharger l'app et sur leur parcours et sur comment accompagner un parcours d'un nouveau client sur une application. Et ça fait partie des thèmes sur lesquels on travaille, puisque c'est un comportement qui est de plus en plus fréquent, en fait. Ok, compris. Eh bien, bonne chance. Merci encore infiniment d'avoir accepté cette deuxième invitation. C'était passionnant une fois de plus. Dommage, chers auditeurs, pour la première que vous avez ratée, qui était tout aussi passionnant. Mais en vrai, j'ai trouvé cette deuxième plus fluide. Donc, je suis très heureux au final de l'avoir réenregistrée. Merci à toi. Bonne chance pour la suite. Félicitations pour cette belle croissance. Et je retiens les enseignements que... chers auditeurs, vous retrouverez dans cet épisode évidemment, mais vous retrouverez aussi par mail si vous vous inscrivez. Laissez-moi votre adresse sur lepanier.io et c'est chaque semaine les 3 enseignements clés de l'épisode de la semaine avec 3 enseignements actionnables immédiatement. Pierre, merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Chers auditeurs, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.